asiatiques, notamment en Chine, en Corée du Sud, même quelque part un petit peu en Europe avec la directive Soufre. Ce sont des zones, ce sont des réglementations qui ont été prises hors du cadre Marpol. Mais pour un bassin comme la Méditerranée, avec autant d'États riverains, on a rapidement estimé, avec nos collègues notamment qui étaient un petit peu en pointe sur cette question, notamment espagnols et italiens, que le cadre Marpol était quand même le cadre le plus adapté. Et donc, on a commencé par essayer de voir un petit peu la faisabilité de cette zone. Et donc, je commence, cocorico, par une étude française qui, dès 2017-18, a essayé d'évaluer un petit peu la faisabilité et le coût-avantage en matière économique d'une zone CECA en Méditerranée, et qui concluait notamment qu'on était sur un ordre de bénéfice de 3 à 4 de 3 à 4 fois plus de bénéfices que de coûts en instaurant une zone comme cela. Ça a un coût pour les armateurs, parce que les carburants moins soufrés, mieux raffinés sont plus chers, qui est évalué entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an. Mais les bénéfices monétarisés, notamment en matière de santé publique, sont plutôt de l'ordre de 8 à 14 milliards d'euros. Donc, le coût, le rapport coût-avantage est clairement bénéfique. D'autres études ont suivi, notamment une du REMPEC, qui est un organisme de l'OMI régional pour la prévention des pollutions en Méditerranée, qui allait dans le même sens, je n'ai pas le temps de détailler. Et il y a un petit peu plus de 2 ans, à la COP 21 de la Convention de Barcelone, là, il y a eu un moment intéressant où tous les États méditerranéens se sont mis d'accord pour travailler à l'établissement de cette zone. Ils ne sont pas encore mis d'accord sur la zone, il y a encore des préoccupations ou des réticences, donc il a fallu continuer à travailler, à faire d'autres études pour les convaincre, les rassurer. D'où aussi donc, ces étapes supplémentaires et notamment une seconde partie de l'étude française qui évaluait notamment les risques de comportement d'évitement, de report modal, pour montrer qu'ils étaient relativement limités là aussi. Essayer de rassurer tout le monde. Voilà. Ce sont des processus très longs, tout ça, parce qu'il y a d'abord des prérequis réglementaires. La Convention Marpol, pour instaurer une zone ECA, impose de remplir certains critères et de faire certaines analyses. Il y a aussi des délais légaux. Une zone comme ça, entre le moment où on veut la lancer et le moment où elle entre vraiment en vigueur, il y a plusieurs années du fait même de la Convention. Et puis, il y a aussi des obstacles, voilà, et des difficultés politiques. Il a fallu convaincre une vingtaine d'États autour du bassin qui ont des niveaux de développement différents, qui ont des préoccupations différentes. Et jusqu'au bout, ça a été une course de fond diplomatique. Il a fallu, sur toutes ces années-là, à chaque fois qu'on avait l'occasion, par exemple, on avait la ministre qui rencontrait un de ses homologues en Égypte, en Algérie, en Grèce, n'importe où, on en profitait pour essayer de pousser le sujet. C'est comme ça que ça se fait, parce que sinon, s'il vous manque 1 ou 2 États, rapidement, ça devient très compliqué, parce que ces États-là peuvent en entraîner d'autres ensuite à l'ONU. Donc, il fallait vraiment avoir tout le monde à bord. Donc, on avance, c'est compliqué, mais on avance. COP22 de la Convention de Barcelone en décembre dernier, là, on a eu vraiment un accord de tout le monde pour cette zone-là, ce qui veut dire une délimitation qui a été négociée sur certains aspects jusqu'au dernier moment avec certains pays, et un projet de soumission à l'ONU, et aussi un accord pour lancer les travaux pour une zone NECA, c'est-à-dire pour les oxydes d'azote. Donc, les perspectives, c'est en juin 2022, un examen de cette soumission-là à l'OMI, qui, on l'espère, devrait quand même pas trop mal se passer, parce qu'on a tous les pays riverains et tous les pays de l'Union européenne qui sont co-sponsors de cette soumission, donc c'est quand même positif, avec normalement une adoption des amendements avec un S, amendement OMEPC 79 en décembre 2022, ce qui signifierait une entrée en vigueur effective des obligations au plus tôt à la mi-2025, du fait des délais légaux d'approbation, d'adoption et d'entrée en vigueur, des délais incompressibles de la Convention Marpol. Et
point important, pendant ce temps-là, on va essayer de ne pas perdre de temps et notamment sous l'égide du RAMPEC, de mener les études complémentaires pour, là aussi, essayer de rassurer et de montrer l'intérêt d'une zone NECA qui a d'autres implications qu'une zone CK. Hein. Là, ça implique notamment de jouer sur les moteurs et pas que sur le carburant. Donc, ça nécessite aussi de convaincre. Je dois avancer, malheureusement, et conclure, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être que vous aurez des questions sur tout ça. Sur quand même des perspectives européennes, parce que la zone CK, c'est bien, mais c'est un petit peu le petit monstre du premier niveau. Il y a d'autres monstres derrière qui arrivent pour les industriels, mais aussi pour nous, hein, en matière réglementaire. Il y a des choses très compliquées qui vont arriver et qui vont devoir s'accélérer. Et là, donc là, effectivement, je rebondis sur ce que disait M. Alfonsi, il y a effectivement des projets au niveau européen qui devraient être quand même très impactants et qui devraient être bénéfiques en matière quand même de réduction de la pollution atmosphérique, même s'ils sont centrés sur les gaz à effet de serre. Quand on décarbone un navire, on utilise en général des carburants qui émettent aussi beaucoup moins de polluants atmosphériques. Et donc là, c'est le projet de règlement FuelEU maritime qui notamment devrait imposer, alors tout ça c'est sous conditionnel, hein, puisque ces textes-là sont en cours de négociation, mais notamment au Parlement en ce moment, mais aussi au Conseil sous notre présidence. Donc, on a une bonne vue sur tout ce qui se passe et ça se passe quand même pas trop mal. Donc, on avance. Il devrait y avoir des seuils d'intensité carbone des carburants marins entre tous les 5 ans, entre 2025 et 2050. Et également, en parallèle, une obligation de branchement à quai, notamment pour les navires à passagers et les porte-conteneurs, à partir de 2030. Et en miroir, dans un autre règlement sur les infrastructures, une obligation pour les ports du RTET, donc notamment ici Marseille, Toulon, Sète, Ajaccio, Bastia, de s'équiper en branchement à quai pour pouvoir justement permettre aux navires qui ont l'obligation de se connecter. Et également, évidemment, l'inclusion du transport maritime dans le marché du carbone européen qui va, là aussi, inciter à émettre moins et à décarboner aussi, à utiliser des technologies zéro carbone, donc là aussi avec un bénéfice pour la santé publique et pas seulement le climat. Voilà, j'arrête là, je suis désolé, j'ai été un peu long, mais à votre disposition si vous avez des questions. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ardouin. Ça permet de poser un cadre et c'est important. Nous allons maintenant, je vous propose de noter votre question. On va attendre la fin de la table ronde pour pouvoir échanger avec la salle. Et je propose maintenant de partir en Italie, en région Ligurie, avec 2 intervenants présents avec nous. Mario Dogliani, qui est directeur de la Fondation Philippe Cousteau, et Elisabetta Travator, qui est directrice adjointe à l'environnement de la région Ligurie. Je vous laisse intervenir pour nous expliquer comment cette mise en œuvre du CK en Italie se passe. Et je pense qu'on va parler également d'héritage culturel. Voilà, Monsieur Dogliani, je vous laisse prendre la parole. Et n'hésitez pas à prendre un casque pour pouvoir comprendre cette intervention en italien. Canal 1 français, 2 italien, 3 anglais. Merci beaucoup, grazie. Ringrazio per averci invitato. Je remercie de nous avoir invités, c'est un honneur et un plaisir. Je serai très rapide. Les collègues précédents ont déjà très bien expliqué les éléments importants concernant la zone CK. Et le collègue français, à juste titre, très attentif, mais nous savons que la seule inconnue, c'est l'entrée en vigueur en 2025. Bon, ça n'a pas été facile. Nous avons tous une dette envers la France. Le président de la commission de transport du Parlement européen, on n'entend pas très bien, monsieur Dogliani, on a un problème de son. Bon, l'Italie est présente dès le début, donc je ne répète pas ce qui a déjà été dit.
Je voudrais tout simplement vous rappeler un détail, les bienfaits de la zone SECA. On a parlé de la santé en premier lieu, mais est-ce qu'on n'a jamais pensé au bienfait pour le tourisme culturel tellement important en Europe? Nous y avons pensé, nous avons fait une étude préalable. Les émissions de soufre, les oxydes d'azote, les particules impactent fortement les monuments, ils les dégradent, il faut les restaurer, on dépense de l'argent pour ce faire, mais surtout, les touristes ne peuvent pas les admirer pendant un certain temps. Peut-être vous ne savez pas que la Méditerranée reçoit 30% du tourisme mondial, 300 milliards d'euros avant Covid, sur 900 milliards d'euros dépensés au monde pour le tourisme. Et 34% des touristes méditerranéens sont des touristes culturels qui veulent voir nos monuments. Nous avons fait une petite estimation brute. Combien peut-on économiser par an? Combien on ne va pas perdre par an grâce à la réduction des émissions qu'on aura grâce à la zone SECA? Moins d'émissions, moins de dégradation des statues, des monuments, plus de temps à disposition pour les touristes. 5 milliards d'euros pour la Méditerranée. Et combien est-ce qu'on dépense par an? Ce sont toutes des données très bien connues. Combien dépense-t-on dans la Méditerranée par an pour mettre en œuvre la SECA? 2 milliards d'euros. Alors, au-delà du grand avantage de la santé, nous avons aussi un avantage en termes de tourisme et beaucoup d'autres encore. Je crois, et j'arrive à ma conclusion, que cela doit nous faire réfléchir tous. C'est vrai que tout d'abord, ce seront les armateurs qui vont payer davantage le combustible, mais la collectivité, non seulement pour la santé, aura des gains. Voilà les raisons qui ont convaincu, et cela n'a pas été facile, des pays comme l'Égypte, le Maroc, qui ont forcément des économies moins avancées que les nôtres, mais sans lesquelles nous pouvons bien oublier de pouvoir avoir une zone contrôlée dans la Méditerranée. SECA, NECA, l'air, elle tourne dans la Méditerranée. Alors, c'est tout le monde qui doit prendre parti à cela. Personne ne doit plus émettre. Alors, l'Italie est là, elle est bien présente, mais ce qu'il faudra faire, évidemment, c'est l'ONU pour être sûr que l'entrée en vigueur est bien en 2025, mais au-delà de ça, il faut saisir au maximum cette occasion aussi comme retour économique et dire à tout le monde que le bilan est très, très avantageux en matière d'économie. Et là, les ports sont très importants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mario, pour cette présentation et cet éveil au coût global de cette pollution de l'air au niveau des ports. Elisabeth, je vous laisse intervenir sur la stratégie visant à améliorer la qualité de l'air en région Ligurie. Je vous laisse la parole. Grazie. Si vi parlerà molto brevemente di una regione piccola come la Liguria, ma con un'attività portuale molto importante. Petite, mais elle a une activité portuaire très importante. Ecco, prima di tutto la situazione della qualità dell'aria nella nostra regione. La situation de la qualité de l'air en La tendenza negli ultimi 10 anni è sicuramente quella di un generale miglioramento. Ci sono però delle situazioni critiche, come accade ovunque. In particolare cito una per tutte quella di Genova, la situation de Gênes, notamment chef-lieu de notre région, che è sotto infrazione.
Elle est sous une procédure d'infraction de l'Union européenne parce qu'elle a dépassé les limites de dioxyde d'azote. Ovviamente è la città più grande della nostra regione. C'est la ville la plus grande de notre région et c'est aussi le port principal. La regione Liguria già da anni ha adottato la Ligurie depuis des années a adopté des plans pour l'amélioration de l'air. Sono state messe in campo restrizioni. Nous avons mis en œuvre des restrictions. Il trasporto su terra. Du transport terrestre. Il finanziamento di tutto quello che è il Nous avons mis en œuvre le financement dei mezzi mobili, du renouvellement de véhicules privés, publics dans les villes, financement pour la mobilité durable, Per quanto riguarda i porti, sono state avviate delle azioni nous avons engagé des actions che riguardano tavoli istituzionali, tavoli di confronto con gli stakeholder e naturalmente avec les parties prenantes et évidemment aussi le projet européen dont on parle aujourd'hui, aussi Air Nostrum. C'est un projet très important pour nous avvia una metodologia che vogliamo poi adottare in tutta la regione, che adesso riguarda in qu'on veut particolare il adopter porto dans la di région Genova. entière. En ce moment, on se concentre sur le port de Gênes. Ha due attori importantissimi nella nostra regione Deux per quanto riguarda la acteurs qualità fondamentaux dans dell'aria nei notre porti, région pour la ovviamente qualité ci de l'air sono le dans les autorità ports sont dei sistemi les portuali autorités du occidentale système orientale portuaire della Ligure. de la mer Quindi ci Ligure sono due autorità, occidentale una che et orientale. Il y a gestisce deux diciamo, la autorités. portualità L'une a gère Savona e a les ports Genova à e l'altra Savone alla et Gênes Spezia. et l'autre à Sono La tanti anni Spezia. che queste Cela fait istituzioni des insieme années a que tutte le ces altre della institutions, regione avec toutes les autres hanno avviato institutions de la diversi région, tipi di azioni. ont Ne ho entamé plusieurs elencata types qualcuna. d'actions. J'en ai Naturalmente listé un aspetto importante è la quelques-unes. misura, Un il aspect monitoraggio, cioè la important, conoscenza ce di sont les cosa mesures, la accade nei porti. surveillance. Il faut Quindi connaître ce misura qui se delle passe dans les concentrazioni ports. inquinanti Mesure des e misura concentrations anche de delle polluants emissioni et delle mesure navi. des È émissions un'attività che è des stata iniziata navires. tanti anni Une fa. activité que l'on a commencée il y a Ci sono poi delle plusieurs années. convenzioni tra la Ensuite, regione il y e a i des conventions ministeri, passées entre la per région et les esempio per ministères l'utilizzo di una pour piattaforma l'utilisation che d'une diciamo, consente plateforme, l'analisi par di exemple, dettaglio delle permettant emissioni in l'analyse ogni détaillée singolo des porto. émissions dans Ci chaque sono poi port. gli accordi Ensuite, volontari, il ne y a des cito accords uno, volontaires. Genoa Blue Agreement, Je è un mentionne accordo che da uniquement le qualche Genoa anno Blue c'è con Agreement alcune depuis compagnie quelques années di avec navigazione per certains utilizzare tutti i armateurs, compagnies carburanti a basso maritimes, pour tenore di zolfo utiliser un non solo nel combustible à porto ma faible anche teneur entro de le soufre, 12 non miglia seulement dal au porto. port, mais jusqu'à Ci 12 sono milles du protocolli port de regionali Gênes. più Il y a recenti des per protocolles promuovere una régionaux plus rete di récents pour la GNL, di gas promotion naturale d'un réseau de liquefatto gaz nella nostra naturel regione. liquéfié en Più Ligurie. recentemente in Plus Italia, récemment, l'Italia ha questa grande occasione l'Italie dovuta al Recovery a Fund, cette grande quindi a occasion du finanziamenti fonds de relance, cospicui, donc de che pouvoir riguardano avoir des ovviamente anche i financements porti. importants et Un qui esempio concernent per les tutti, un ports bando aussi. recente Un che si chiama exemple, Green Ports, un che hanno avis risposto récent, un tutte e due le appel Green autorità Ports, les portuali deux e autorités che mette in portuaires ont campo répondu. 35 milioni da una parte e Et 22 il y a milioni là dall'altra une per enveloppe de 35 appunto millions d'un côté et attività 22 millions diciamo d'euros di de l'autre côté produzione di pour les deux energie autorités portuaires pour rinnovabili l'activité de alternative nei production porti. d'énergie Il renouvelable cold dans les ironing in ports. Liguria è stato attivato già L'électrification da à quai en diversi anni Ligurie in a alcuni été activée terminali, in depuis déjà particolare del certaines porto di années Genova. dans certains Ci sono terminaux poi du port progetti de anche per gli Gênes, altri mais nous porti. avons Ovviamente il aussi cold des projets pour ironing les autres ha ports. una serie di L'électrification problematiche à che quai riguardano présente une série de l'approvvigionamento della problèmes, potenza necessaria approvisionnement de la puissance per le grandi nécessaire navi pour e les grands naturalmente il problema navires delle et tariffe che aussi le devono problème risultare des vantaggiose tarifs qui doivent per le être compagnie di avantageux navigazione. pour les Però compagnies la nostra maritimes. regione, i Mais nostri porti si notre sono région, mossi nos già da tempo ports, in questa depuis longtemps, direzione. ont Arrivo emprunté all'ultima ce slide che è chemin. quella del futuro, Dernier anzi slide, dell'attualità. c'est
la situation actuelle. À partir de l'année passée, nous avons mis en œuvre un nouveau plan d'amélioration de la qualité de l'air en région. Nous sommes dans une phase de repérage en ce moment avec toutes les parties prenantes. La différence par rapport au plan précédent pour notre région, mais pour l'Italie entière, est le fait d'avoir une grande disponibilité de ressources dans cette période historique. Donc, le plan de relance, le plan national de reprise et résilience italien. Donc, nous avons des ressources importantes économiques. Et pour la région Ligurie en particulier, à la fin de l'année passée, on a signé un accord entre la région et le ministère qui offre une enveloppe de 30 millions d'euros pour l'amélioration de la qualité de l'air en région, pour le transport terrestre et pour les ports. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce nouveau plan? C'est dans le dernier tableau en bleu. La région doit mettre en œuvre des actions locales, évidemment similaires aux actions du projet Air Nostrum, surveillance détaillée, modélisation détaillée pour comprendre les différentes stratégies, comment elles vont impacter sur la pollution, le choix de la stratégie et donc l'action. C'est le niveau local qui doit impliquer de manière continue les parties prenantes locales. C'est une action qu'il faut absolument renforcer. Et de l'autre côté, il y a l'État qui doit mais aussi mettre en œuvre des programmes d'innovation aussi réglementaire, à savoir la simplification. Et c'est le bon moment historique. Nous sommes en train de saisir cette opportunité et ce nouveau plan pour nous représente une grande opportunité. Et je vous remercie. Merci à vous, Madame Travatore. On va ensuite voyager jusqu'à notre région. Je vous laisse noter vos questions, que ce soit en ligne ou en présence. Et nous aurons un temps d'échange ensuite pour pouvoir répondre à vos questions, vos remarques. Mohamed Mahali, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes président de la commission pour politique de la formation et de l'emploi pour la région Sud. Et vous allez notamment nous présenter cette action importante de la région, Escale Zéro Fumée. Je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie et merci pour l'invitation. Et excusez-moi pour le retard, j'ai été retenu professionnellement parlant. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes justement conscients que nous vivons dans une région, alors vous avez bien compris que je vais vous parler de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous vivons dans une région qui a des atouts exceptionnels, c'est une région qui compte, c'est le sujet, 1000 km de côte, deuxième région la plus boisée de France, 50% d'espaces boisés classés, 45% d'espaces protégés, c'est 9 parcs naturels régionaux. Il y a aussi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous allez comprendre pourquoi je vous indique ça, parce que ça fait partie également des projets que nous pouvons soutenir, une diversité des énergies, la plus diversifiée d'ailleurs au monde, puisque en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons la chance, parce que nous sommes dans une région qui est bénie des dieux en matière, je dirais, de paysage et géographiquement parlant, et donc nous avons la possibilité de mettre en place les parcs photovoltaïques, l'éolien flottant, le nucléaire avec la fusion, le nucléaire avec la fission, mais également l'hydraulique, l'hydrogène. Bref, vous l'avez compris, autant d'énergie qui nous permettront à terme d'arriver à une décarbonation peut-être totale. Vous l'avez compris, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la priorité est bien évidemment la préservation de l'environnement. C'est pour ça qu'a été adapté un plan climat intitulé Une cote d'avance. Ce plan climat, c'est 1,3 milliard d'euros sur 3 ans. Alors bien évidemment, ces 1,3 milliard d'euros ne seront pas dédiés exclusivement au traitement de la pollution de l'air
au niveau maritime. Ce sera quelque chose de très global, mais je reviendrai tout à l'heure avec quelques chiffres, puisque concernant le maritime, c'est 30 millions qui seront investis. Donc, dans le cadre de ce plan climat, intitulé cette COP d'avance, il y a l'objectif également de la diminution de la pollution maritime en Méditerranée. Et cet objectif, justement, va être atteint par ce que l'on appelle l'escale zéro fumée. Alors, vous l'avez bien compris, contrairement aux collègues qui viennent de prendre, aux intervenants qui viennent de prendre la parole, je ne vais pas rentrer moi dans des détails techniques parce que l'objectif et je dirais la position de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais j'y reviendrai, c'est de venir en soutien aux différentes collectivités, aux armateurs, aux compagnies maritimes, aux associations de protection de l'environnement et autres. Alors, cette escale zéro fumée, c'est quoi ? Cette escale zéro fumée a été votée en délibération en 2019 par l'Assemblée plénière du Conseil régional. Et ça va passer par quoi, cette escale zéro fumée ? Eh bien, ça va passer notamment, et c'est les différents objectifs que nous souhaitons atteindre avec, en collaboration, participation primordiale avec les collectivités notamment. Ça va passer par l'électrification des quais, ça va passer par l'équipement électrique des navires, ça va passer par le gaz naturel liquéfié, ça va également passer par la mise en place de filtres au niveau des cheminées des navires, et c'est un coût qui est relativement important. Ça va aussi passer par le mix énergétique, et notamment la pose d'ombrières photovoltaïques sur les ports. Et ça, je crois que mon collègue Émile Vincent va en parler. Et ça passe bien évidemment par le soutien aux différentes actions des associations de défense de l'environnement. Cette politique, et la région Sud est là pour ça, en fait, va être mise en œuvre, parce que c'est bien le thème de cette table ronde, va être mise en œuvre en fait par un travail en collaboration, en soutien, je dirais, avec, comme je vous l'ai indiqué, les différentes collectivités. Alors, on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les collectivités, ça va être le GPMM, donc le Grand Port Maritime de Marseille, ça va être la métropole Toulon-Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ça va être également la métropole Nice-Côte d'Azur. Et donc, ça va être un soutien notamment financier, et c'est pour ça que je vous avais parlé de quelques chiffres et j'y reviendrai. Lorsque la collectivité, lorsque l'armateur, lorsque la compagnie maritime va venir nous présenter un projet, parce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce n'est pas tout simplement un financeur. On vient financer à l'aide de fonds FEDER, à l'aide de fonds européens notamment, lorsqu'on nous présente un projet qui est viable et un projet qui est pertinent. Et c'est notamment le cas du projet qui a été présenté et proposé, alors je dirais, nous sommes à Toulon, donc par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, mais M. Gilles Vincent vous en parlera plus dans les détails. Eh bien, la région va venir en soutien au niveau financier. Alors, le niveau financier, j'ai quelques chiffres, permettez-moi la lecture. Donc, je vous l'avais indiqué, le plan climat, c'est 1,3 milliard sur 3 ans. Et plus précisément, concernant l'objectif de résolution des pollutions atmosphériques liées à l'activité maritime, c'est 30 millions d'euros qui sont mobilisés. Et je vais vous faire la ventilation de ces 30 millions d'euros et vous allez comprendre finalement l'intervention de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans cette ambition. C'est 20 millions d'euros pour les infrastructures portuaires de connexion électrique des navires mises en place par les autorités portuaires, et je vous ai cité les différentes autorités portuaires. C'est 5 millions d'euros pour l'équipement électrique des navires des compagnies maritimes. C'est 2 millions d'euros pour encourager le mix énergétique des ports par l'intermédiaire des cadres d'intervention de la région en matière de production d'énergie renouvelable. C'est 1 million d'euros pour le développement d'une filière d'approvisionnement gaz naturel liquéfié. C'est 1 million d'euros pour la mise en place de filtres à particules sur les cheminées des navires. Et c'est 1 million d'euros pour les associations de défense de l'environnement et les actions de concertation des citoyens. Donc voilà, vous l'avez vu, moi, mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans des détails techniques, je laisserai faire les collectivités pour cela, mais c'est pour vous dire que la région est présente en soutien financier lorsque le projet est viable et surtout lorsque le projet est pertinent. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Mahali. Et puis, on continue à descendre et à venir sur ce territoire. Donc, Monsieur Gilles Vincent, vous êtes vice-président de la commission protection de l'environnement à Métropole Toulon Provence Méditerranée. Nous vous laissons présenter la politique que vous mettez en œuvre sur ce territoire.
Merci. Bon, bonjour à tous. Je rappellerai les propos du président Maria de tout à l'heure en disant que en 2017, lors de la première réunion à Marseille, certains, moi-même, hein, je me mets au milieu, nous avons pris conscience qu'il y avait une pollution atmosphérique qui était due au transport maritime. Et à partir de là, cette prise de conscience nous a amené à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire. D'abord, améliorer notre connaissance, c'est le point numéro 1, parce que si des mesures avaient été faites à Marseille et commençaient à être faites à Nice, à Toulon, nous n'avions pas encore fait de mesures. Donc la première décision qui a été prise par le président de notre métropole, c'est de faire des mesures. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes retournés vers Atmosu et nous avons passé une convention, parce que c'est bien beau de dire il y a une pollution, mais c'est combien il y a pollution quand on dépasse des normes ou des directives, mais est-ce qu'on la dépasse beaucoup ou est-ce qu'on est inférieur? Bon, on ne sait pas, et ça engendre des discussions sans fin, notamment lors de réunions locales. Donc, premièrement, on fait des mesures. Ces mesures ont été faites pas très loin d'ici, hein, sur le toit de l'immeuble qui est à côté de la direction départementale des territoires de la mer, et je remercie l'État de nous avoir donné cette possibilité, et nous avons eu enfin des mesures. Ces mesures ont conforté notre opinion, bien que on pouvait se dire entre nous que peut-être que la sonde qui avait été installée n'était pas tout à fait dans la rose des vents, bien que nous avons eu une perturbation des transports maritimes puisqu'on rentrait à l'époque dans la pandémie. Mais en tous les cas, nous avons fait ces mesures. À la suite de ces mesures, donc, nous avons pensé qu'il fallait les affiner, et les affiner notamment parce que quand un bateau rentre dans la rade de Toulon, ça paraît évident, j'y suis pas encore, hein. Quand un bateau rentre dans la rade de Toulon, ben, il rentre, je dirais, dans un périmètre, dans un territoire qui est plus proche de la ville de Saint-Mandrier, dont je suis maire d'ailleurs, et de la Seine, puisqu'après il passe sur la Seine, et ensuite il arrive à Toulon. Donc, est-ce qu'on pouvait se contenter uniquement de faire des mesures qu'à Toulon? La réponse a été non, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé d'étendre des mesures à Saint-Mandrier et à la Seine, et je pense que cet après-midi, on va pouvoir avoir des informations dans ce sens. Ça, c'est, je dirais, la première décision qui a été prise et qui a été suivie des faits. La deuxième, c'est de dire, mais ces navires, quand ils arrivent à quai, ben, ils continuent à polluer. Et bon, il y a eu des tas de photos qui ont été transmises et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, je salue la décision qui a été prise par la région de nous aider à financer l'électrification des quais, puis c'est de ça dont il s'agit. Et je voudrais très simplement et en totale transparence vous dire que la première présentation de ce projet a été faite à Ajaccio. Et maintenant, je suis heureux de vous dire où est-ce qu'on en est et quel est le délai final, puisque vous allez le voir, on a quand même pas mal avancé. C'est comme tout à l'heure, où est-ce qu'il faut... Voilà. Alors, vous dire déjà que ce n'est pas la métropole toute seule qui a réussi à avancer dans ce projet. Donc, comme vous le voyez, donc, la métropole est maître d'ouvrage. Elle est maître d'œuvre pour toute la partie génie civil parce qu'elle est propriétaire des quais. Mais nous avons un groupement d'entreprises qui est ABB, Eiffage et Fauché pour les différents travaux. Bien évidemment, il y a un coordinateur SPS, un coordinateur technique, une maîtrise d'œuvre de Cap et Engelec. Et puis je rajouterai qu'à un moment, il faut aller chercher de l'électricité quelque part. Et puis cette électricité, il faut la brancher. Et donc, on est aussi avec un partenaire qui s'appelle Enedis. Les partenaires financiers dont vous
vous les avez. Donc la métropole, l'État, il ne faut pas oublier, parce que souvent on dit, bah oui, les collectivités doivent tout financer. Non, plan de relance, nous avons eu une subvention de l'État, puis aussi une subvention du Conseil général, et puis la région, donc Mohamed Amali vous en a parlé. Alors, quel est l'objectif? En général, on dit ben, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Alors, j'ai laissé ça, mais moi j'avais envie d'écrire autre chose qui était la protection de la santé des habitants qui habitent autour du port. Ça, bon, mais on a tendance à dire amélioration de la qualité de l'air. Il y a d'autres objectifs, c'est la réduction du bruit, parce que nous avons été sensibilisés par les riverains qui nous disent qu'effectivement, quand les bateaux arrivent ou partent, il y a du bruit, et notamment dû aux vibrations des bateaux, et ces vibrations se ressentent jusque dans les immeubles. Je vois dans la salle des habitants de ces immeubles. Ça, c'est le premier objectif. Le projet, quel est-il? Le projet, c'est qu'à terme, lorsque cette électrification sera faite, nous estimons, c'est une estimation, je me permets de le préciser, en fonction du temps d'émission de polluants à quai, diminuer de 80% cette pollution atmosphérique à l'aide de 3 postes de connexion électrique des navires à quai, donc que nous appelons entre nous CENAC. Mais derrière, je vois, il faut bien que les navires soient aussi équipés, donc en même temps, il faut que les navires de la Corsica Ferry, qui sont notamment en escale longue, puissent être équipés, et donc 4 navires devraient être équipés. Donc tout ça rentre, je le rappelle, dans le plan escale zéro fumée de la région sud. Le projet général, quel est-il? Ben, vous le voyez, on part d'un poste qui va délivrer de l'électricité, et cette électricité devra être raccordée dans un bâtiment qui va se trouver sur les quais à proximité des bateaux. Nous avons un projet qui permettra de compléter cette fourniture d'électricité. Je ne peux pas vous en parler longuement puisque la Chambre de commerce devrait intervenir. C'est le projet hydrogène qui devrait alimenter une pile à hydrogène. Nous avons un projet qui est porté par TPM et la Chambre de commerce, qui est une ombrière photovoltaïque. C'est-à-dire que tous ces véhicules qui viennent en attente de rentrer sur le bateau, demain seront sous une ombrière. C'est-à-dire qu'à la rigueur, certains bateaux, certaines voitures pourront d'ailleurs je pense aux camions frigorifiques qui partent en Corse, pourront se brancher sur l'ombrière et plutôt d'utiliser le moteur de leur véhicule, refroidir ce qu'ils ont à l'intérieur du véhicule grâce à cette ombrière. Et le surplus qui ne sera pas consommé ira aussi au bâtiment. Et bien sûr, dans le bâtiment, nous avons des blocs de batterie qui vont stocker l'énergie. À côté, donc je rappelle, 3 bateaux qui pourront être branchés et en option, un bateau de croisiériste. Je vous rappelle que ces travaux ont débuté. Je vais vous en apporter la preuve avec quelques photos. Après le 4e trimestre 2021, nous ne sommes pas dans le 4e trimestre 2022. Donc, nous sommes actuellement en train de déployer les câbles en faisant des tranchées dans le quai. Et la deuxième chose, nous avons abattu le bâtiment du port qui va servir à recevoir les batteries, etc. Et donc, nous avons coulé la dalle il y a peu de temps. Et notre objectif, c'est celui qui a toujours été annoncé, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023. Nous serons prêts pour faire les premiers tests
de raccordement des bateaux. Voilà le bâtiment, c'est l'ancien bureau du port qui a été déconstruit, aujourd'hui il n'existe plus. Il a été remplacé par un bâtiment provisoire, parce qu'on oublie que malgré tout, on fait tout ça en maintenant l'activité du port. Les câbles, nous avons creusé des tranchées, ils sont posés et nous sommes en train de monter le bâtiment. Et vous voyez, il a fallu construire le bâtiment sur des pieux et c'est pas évident. Donc je rappelle que l'armateur doit transformer ses bateaux. Je pense qu'il en parlera. Il n'y a pas de problème. Je vais passer, si j'y arrive. Non, il ne veut pas. L'ombrière, je vous en ai parlé. Alors, c'est quelque chose qu'on va utiliser aussi sur d'autres parkings. Hein. Et bien évidemment, tout ceci sera... c'est une mission Chambre de commerce qui est aujourd'hui concessionnaire du port. Donc, il faut savoir qu'il y a une délégation de service public qui est en cours. Il y aura un autre concessionnaire, ou celui-là, on ne sait pas. C'est l'appel d'offres qui le déterminera, et que ce futur concessionnaire devra... alors, l'ancien a défini les besoins en énergie, parce que sans ça, on ne pouvait pas avancer. Demain, le nouveau concessionnaire exploitera l'ensemble de ses services, aura des relations avec les armateurs, et surtout, c'est bien beau de mettre des équipements, mais il faudra bien sûr les maintenir en service, sinon tout ce qu'on aura fait ne servira à rien. Et rappeler la mission d'Enedis, qui est le concessionnaire de la distribution publique d'énergie, et qui a répondu à notre demande, qui a été très efficace, parce qu'il a fallu faire en très peu de temps toutes les études, et surtout vérifier qu'on aurait demain l'énergie nécessaire pour alimenter les quais. Parce que ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on parle des véhicules électriques, on parle de tout un tas de choses, et tout ça, c'est des consommations qu'il faut rajouter. Voilà où nous en sommes. J'espère que le président, à la prochaine réunion, on pourra dire c'est terminé. Et voilà le résultat des essais. Merci à vous. Merci. Merci, Monsieur Vincent, pour cette présentation très pragmatique et concrète sur ce qui se passe sur ce territoire. Je pense que Pierre Mattei voulait faire une petite résonance. Et ensuite, je vous propose de lever la main si vous souhaitez poser quelques questions à nos intervenants. Oui, bonjour. Merci, c'était très clair. Je pense que tout le monde a compris les enjeux. Évidemment, la compagnie Corsica Ferries que je représente aussi. Ces enjeux, on le voit bien, il y a des enjeux réglementaires. Il y a un mur de réglementation qui arrive, qui va nécessiter un mur d'investissement et un mur d'implication de la part des compagnies maritimes. Je voudrais vous rassurer sur le fait que Corsica Ferries est pleinement impliqué là-dessus. Donc, vous avez compris, ce qui est au niveau international, c'est cas en Méditerranée, la règle IMO sur l'intensité carbone des activités avec une réduction progressive, et ça commence en 2023, je parle sous le contrôle de Michel Arblin. Et puis, il y a ce qui concerne la pollution dans les ports. À notre avis, la question de la pollution dans les ports, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue pratique, est extrêmement bien traitée par la connexion à quai. Mais la connexion à quai nécessite des partenariats. Elle sera obligatoire bientôt, mais elle n'existe pas dans de nombreux ports que nous fréquentons. Grâce à la collaboration que nous avons eue avec la région Sud, avec l'ADEME, avec TPM, ça va être possible dans quelques mois à Toulon. Et je voudrais vous annoncer que l'objectif n'est pas uniquement les 4 navires qui sont déjà prévus, mais c'est d'avoir la totalité de la flotte qui pourra se brancher. Et je me tourne vers François Alphonse pour lui dire, François Siméon, non, François Alphonse, pour lui dire, il faut aussi se bouger à Ajaccio, à Bastia, à Porto Vecchio, à Propriane et à Ilos. Ensuite, les armateurs sont conscients de ce qu'il faut faire. Nous participons à de nombreuses rencontres, y compris avec le ministère, pour bien comprendre et pour anticiper ces changements. Et puis, il y a des cas où on peut aller un petit peu plus loin. Et quand on a les bons partenariats, on va un petit peu plus loin. Et c'est par exemple le sens de ce qui a été fait à Nice et à Toulon sur la mini-SECA que nous avons mis en place depuis maintenant près de 3 ans, près de 2 ans,
ou en partenariat toujours avec TPM, les navires, lorsqu'ils font des escales courtes, alors même que dans les escales courtes, comme le disait très bien Michel Ardouin, on est exonéré de cette obligation à 0,5, on le fait quand même à 0,1. Pour faire simple, vous dire qu'il est très important qu'il y ait cette collaboration et qu'on puisse continuer à travailler de cette manière-là, c'est-à-dire main dans la main, parce que ce sont des éléments qui impliquent tout le monde, les ports et les compagnies, que les compagnies peuvent aller plus loin, mais ont déjà énormément à faire en ce qui concerne cette réglementation qui est très contraignante et qui leur demande d'investir et d'innover, et Corsica Ferries prendra sa part. Merci. Très bien, je me tourne vers la salle. Est-ce que certaines personnes ont des questions à ce stade de cette journée méditerranéenne de l'air, après cette présentation des politiques mises en œuvre européennes, français et locales? Voilà, je vous laisse vous présenter et poser votre question. Bonjour à tous. Guillaume Picard, je représente l'association Climat Zéro Fossile Toulon. J'aurais souhaité, si c'est possible, que quelqu'un donne des précisions sur les moyens techniques que les armateurs comptent mettre en œuvre pour respecter la norme à 0,1% dans la zone ECA Méditerranée. Alors, est-ce que cette question peut-être peut-être que les intervenants présents peuvent apporter de réponses, sachant que la prochaine table ronde permettra de présenter cela à la fois les actions des autorités du port, et il y a M. Marc Reverchon sur la méridionale qui va présenter également les actions menées par cette compagnie. Voilà, je pense que c'est peut-être plutôt dans la suite de la journée qu'on va pouvoir, M. Picard, répondre à plein de questions. Je vous laisse la garder si jamais vous avez... Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Alain Matési. Je représente en fait un consortium d'entreprises. Je reconnais certaines personnes qui m'ont accompagné notamment durant le Grenelle de l'environnement. Gilles Vincent qui est toujours à fond sur les questions environnementales. On a parlé des sujets qui vont améliorer la connaissance avec des datas, qui vont équiper les ports. Je dirais que la réduction à la source de toutes les pollutions, c'est très important. M. Mattei le rappelait, il faut qu'effectivement tous les navires soient équipés de ce qu'il faut pour réduire à la source tous ces polluants. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir la pollution qui existe et qui se dépose actuellement sur les voiries, sur les façades, sur les toitures. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens qui pourrait justement amener des projets intermédiaires pour résoudre en fait la pollution qui s'accumule tous les jours en attendant évidemment des solutions parfaites qui seront développées dans le futur. Voilà. Très bien. Donc, une question qui concerne plus comment on traite aujourd'hui les particules, les pollutions qui arrivent sur les villes. Est-ce qu'il y a une réflexion dessus? Merci, M. Vincent. Alors, il se trouve que pendant la pandémie, nous avons été obligés de connaître assez précisément comment se développer les risques comment on va dire, de développement du Covid. Donc, on a commencé par les eaux usées, hein, et il se trouve qu'on a fait des analyses, et que dans les analyses que nous avons faites pour rechercher le Covid dans les eaux usées, nous avons trouvé autre chose. Et donc, du coup, on s'est dit, et notamment, nous avons retrouvé des éléments de pollution atmosphérique. Ça, c'est la première chose. Hein. On s'est posé la question, et il se trouve qu'à Paris, ils avaient fait la même réflexion, donc en recherchant du Covid, notamment dans la Seine, parce que je vous rappelle que les voiries dans Paris sont nettoyées avec l'eau de la Seine, et donc on avait retrouvé du Covid dans la Seine, et donc ils sont allés rechercher sur les trottoirs, etc., ce qu'on pouvait trouver. Et donc, à partir de là, on s'est emparé du sujet de la pollution qui se dépose et qui n'est pas traitée. Alors,
on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que, en partie, vous allez vite le comprendre, quand il pleut, cette pollution qui a été déposée, elle va où? Elle va dans les pluviaux, ou elle va dans les eaux usées quelquefois. Donc dans les eaux usées, c'est moins grave puisque on va la retrouver à la station d'épuration. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir au niveau national comment traiter les microplastiques, les médicaments, mais aussi ces éléments, je dirais, de pollution en tout genre, hein, qui arrivent dans les stations. Mais dans le pluvial, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement, ça part à la mer. Alors, à certains endroits, notamment dans la baie du Lazaret, nous avons un suivi périodique, puisque nous avons 12 mesures qui sont faites régulièrement. Et de temps en temps, nous retrouvons effectivement ces polluants, donc ceux qui sont liés à la pollution de l'air, hein, nous en retrouvons au moment des analyses. Donc c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on s'empare très, très, très rapidement. Très bien. Merci de votre réponse. Je vais me tourner vers la régie, Pascal Lamy, Léa et Léa. Je pense qu'il y a 2 questions en distanciel. Je laisse Pascal les présenter, voir si on peut y répondre à cette première table ronde ou s'il faut attendre le déroulé. Question. Problème des escales de moins de 2 heures à Nice. Donc, comment comptez-vous parvenir à des escales à 0 fumée sur le port de Nice? Donc, c'est pour Monsieur Mohamed. Voilà, on va peut-être poser la 2e question également. Monsieur Ardoin, quelques mots sur la réglementation en gestation, sur nos problèmes de particules émises par les bateaux, s'il vous plaît, à l'échelle nationale et européenne. Et enfin, la 3e. Est-ce que des partenariats sont prévus avec les AASQA afin d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre des nouvelles réglementations et des autres mesures? Branchage à quai, diversification de carburant, etc. Ok, très bien. 3 questions. Je ne sais pas à quelle question nous pouvons répondre ici en présence. En fait, je regarde chacun. J'ai une attention pour chacun. Voilà, peut-être Monsieur Ardouin, la question vous semblait claire. On peut peut-être commencer par celle-ci. Et puis pour Nice, je ne sais pas s'il y a des représentants de Nice qui sont présents, qui pourraient éclairer. Et la 3e, bien évidemment, sur les associations qualité de l'air. Je pense qu'on a l'équipe en place pour pouvoir y répondre. Oui, ça marche. Sur les particules, alors effectivement, il y a schématiquement 2 grands types de particules. Il y a ce qu'on appelle des particules primaires et secondaires. Les particules secondaires sont celles qui sont formées à partir d'agrégation de différentes particules et de différents gaz, et notamment les oxydes d'azote et de soufre. Et en réglementant les émissions de ces gaz ou particules-là, déjà, on permet d'éviter la formation de nombreuses particules. C'est le raisonnement qui, par exemple, il a été établi qu'avec la zone SECA en Méditerranée, on réduisait les émissions d'oxyde de soufre de 95% par rapport au pré-global cap, c'est-à-dire par rapport à la teneur en soufre de 3,5% qu'on avait avant 2020, et qu'on les réduisait de mémoire jusqu'à moins, qu'on réduisait les émissions et les formations de particules de moins 60% par rapport à la même période. Donc c'est quand même non négligeable. Il n'en reste pas moins que les particules, alors ce sont des éléments très complexes, très variés, et les navires émettent aussi des particules primaires, et par ailleurs, d'autres particules secondaires peuvent aussi se former à partir d'autres choses que des oxydes d'azote ou de soufre. Donc c'est un sujet très complexe. C'est vrai que le transport maritime aujourd'hui n'a pas de réglementation des émissions de particules directement en elles-mêmes. C'est un sujet qui fait l'objet de réflexion chez nous au niveau national. On a lancé une étude du CEREMA là-dessus pour évaluer ce que ça représente
en termes d'émissions, en termes d'impact aussi sur la société, la santé, etc. Et pour essayer aussi de voir ce qui pourrait être fait justement en matière de réduction des émissions, à la fois sur le plan technologique et sur le plan réglementaire, en plus de ce qu'on fait des zones CK, etc., des branchements à quai. Voilà, notamment en comparant ce qui se passe aujourd'hui dans des industries terrestres qui ont des réglementations d'émissions de particules différentes, qui vont parfois plus loin, à puissance équivalente. Donc il y a peut-être des marges de manœuvre sur le maritime, mais encore une fois, c'est difficile de traiter ça au niveau national. Donc là aussi se posera la question de savoir si on veut ensuite essayer de porter ça à un niveau au moins régional européen, au niveau international à l'OMI, et là c'est souvent beaucoup plus long, ou si on fait des choses au niveau national, au niveau des ports français. Voilà, pour l'instant on en est à ces réflexions-là. Mais voilà, sachez que déjà le traitement des émissions d'oxyde d'azote et de soufre permet quand même des gains non négligeables. On reviendra sur ce sujet avec la méridionale sur le filtre à particules. Je vous laisse intervenir sur les associations. Qualité de l'air. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Dominique Robin, directeur d'Atmos Sud. Moi, je rebondirai juste sur ce que vous venez d'évoquer au sujet des particules, parce que ça illustre la nécessité d'agir à toutes les échelles. Ce que vous avez décrit sur le soufre est très important. On le voit, la réduction du soufre à l'échelle planétaire, au 1er janvier 2020, hein, vous avez suivi sans doute ça en passant à 0,5% de soufre. On le voit aujourd'hui sur les capteurs, les taux de sulfate. Donc le SO2, hein, le gaz se transforme en sulfate en particules. Et on voit aujourd'hui le bénéfice que l'on a sur l'ensemble des côtes méditerranéennes. Et donc, à l'échelle mondiale, hein, vous comprenez bien, parce que ça, c'était une disposition. Et donc, transposez-le pour la zone CK, ça fonctionne aussi. Mais je vous rappelle que la plupart des navires aujourd'hui fonctionnent avec du gasoil, du mazout. Et donc, on a aussi cette problématique des diesel. Vous savez, le petit sujet qu'on a eu à traiter aussi sur la route. Et on a aussi des actions locales à porter. Et ce que vous avez décrit, M. Vincent, est très important. Le raccordement des navires, oui, c'est aussi la santé des populations, et je crois que c'est important de le rappeler. Et donc, vous voyez bien qu'on a cette question permanente. Alors, sur la question du suivi par les associations de surveillance de la qualité de l'air, chez mon collègue ici de Qualitaire Corse, c'est vraiment notre mission première aujourd'hui, hein, c'est d'évaluer avec l'ensemble des parties prenantes, de calculer les rejets des différentes activités, en particulier celles des navires. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on essaye de progresser parce que la dynamique qui a été présentée, on va voir notamment ce que fait la méridionale, mais tout le monde aujourd'hui est engagé sur finalement cette résolution d'un air, on va dire, de meilleure qualité. Et les initiatives sont nombreuses, on commence à le percevoir. Il y a des initiatives énergétiques, technologiques, évidemment la question de la planification, et puis à la fin les pratiques, hein, les copilotages, ça fait aussi partie des sujets. Et donc l'ambition pour les ASQA, les associations de surveillance de la qualité de l'air aujourd'hui, c'est vraiment d'aller toucher ces données les plus précises pour bien mesurer les avancées. Parce qu'au fond, l'objectif, ce n'est pas évidemment de dire que tout va mieux ou tout va mal, mais c'est vraiment d'évaluer et de concrétiser et de montrer aussi les étapes et la performance finalement de ces dispositifs. Et elles sont nombreuses. Et donc, on a mis en place un groupe de travail. Je le dis, on voulait aujourd'hui l'inaugurer. Ça sera pour la prochaine. Peut-être au moment du Cénac de Toulon, on fera ce petit clin d'œil. Mais on a mis un groupe de travail avec les armateurs, notamment qui transportent des passagers. Ça a été notre première priorité pour faire cet échange d'informations et produire la meilleure finalement évaluation possible. Et ce que je dois dire, c'est qu'ils ont dit tout de suite oui. Et merci. Ici, vous êtes nombreux à être présents dans la salle. Je vois Marc, Monsieur Mattei, bien évidemment, je ne vais pas tous les citer. Et c'est très important. Parce que nous, acteurs évidemment indépendants, distanciels, notre mission, c'est vraiment d'évaluer. Et puis, on verra quelle est la réalité de ces évolutions. On le souhaite évidemment les meilleures, hein, mais c'est vraiment ça notre métier. Voilà, merci en tout cas. Merci, Monsieur Robin. Il y a encore, je pense, 3 interventions dans la salle. Et après, on aura toute la journée pour échanger. On laisse la parole à Madame et après, je vous laisse la parole. À moi, oui. Oui, bonjour, Madame Pellicio Elisabeth. Je représente ici les comités d'intérêt de quartier
donc de la métropole, hein, au niveau de la Confédération. Donc, nous sommes les riverains, et moi plus particulièrement, donc nous habitons le quartier de Saint-André à Marseille, et nous avons en face les bateaux de croisière, les porte-containers, les formes 8, 9 et 10 de réparation navale, tout sur le même espace. Voilà, c'est très, très compliqué et difficile à vivre. Mais je tenais quand même à remercier M. Reverchon, ainsi que la société de Corsica Linea, qui ont été quand même les premiers à prendre en considération aussi le branchement à quai, voilà, électrique, bien sûr. Donc, tous les bateaux de croisière que nous avons, il n'y a aucun branchement. Les réparations navales des formes 8 et 9 et 10, aucune non plus. Voilà. Les porte-containers qui arrivent là en masse, alors en plus sur le quai à côté des croisiéristes, aussi, donc aucun branchement électrique. Alors, vous vous doutez bien que nous sommes très, très heureux d'entendre, et je suis d'ailleurs régulièrement cette réunion Méditerranée et l'air, hein, depuis, ça fait 6 ans maintenant, et je tenais aussi à remercier Atmos Sud aussi pour leurs actions et tout le travail qu'ils font. Mais pour nous, on n'avance pas. Vous nous avez dit 2030. C'est pas possible pour nous les riverains, c'est pas tenable, il faut accélérer. Et je voudrais remercier aussi monsieur Vincent parce que vous avez été très réactif, monsieur, sur le port de Toulon, et je vous remercie pour tous les habitants de ce secteur, parce que chez nous c'est latent, le GPMM donc doit prendre ça à bras le corps, mais je trouve que c'est très très lent. Et nous ne pourrons pas continuer comme ça. Nous sommes un groupe de CIQ, de comités d'intérêt de quartier, qui avons acheté des capteurs. Voilà. Et j'ai ici la courbe. Donc, c'est effrayant. Chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive, vous avez les courbes. Alors, ce sont des capteurs qui prennent les particules fines de 2,5, donc les plus dangereuses. Ce sont celles qui pénètrent dans tout le corps, à travers les voies veineuses qui vont au cerveau, qui vont partout, dans tout votre corps. Voilà. Et donc, on aimerait quand même que ça accentue, que ça aille beaucoup plus vite. En vous remerciant. Merci de votre témoignage. On reparlera justement des capteurs citoyens et de la mesure de la qualité de l'air cet après-midi. Merci, madame, de votre témoignage. Je vais prendre les 2 autres questions et puis ensuite, on va clore cette première table ronde pour pouvoir prendre un petit café. Bonjour, Nathalie Bureau du Colombier, journaliste à navigation, port et intermodalité. Je me demandais dans quelle mesure le renchérissement du prix du carburant depuis quelques mois pourrait justement casser cette dynamique vertueuse parce que les armateurs sont confrontés à des coûts très excessifs. Donc, l'impact du coût des carburants. Et je vais prendre l'autre question qui était dans la salle. Voilà, messieurs. Et voilà, je vais vous proposer ensuite de clore cette première table. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Guy Cocheneg, je représente le collectif Climat Zéro Fossile Toulon. Donc, je voulais demander à M. Michel Ardouin quelle est la position. Donc, si j'ai bien compris, vous représentez le gouvernement là. Donc, quelle est la position du gouvernement français par rapport à l'utilisation des scrubbers dans la future zone ECA, MED? Donc là, on rentre dans une question beaucoup plus technique. Voilà, 2 questions. L'effet de l'augmentation des carburants et l'impact des scrubbers. Bon, sur l'effet de l'augmentation des carburants, écoutez, je n'en sais rien. Pour l'instant, on n'a pas de signaux trop négatifs. On verra comment ça se passera à l'ONU. Mais je ne suis pas trop inquiet quand même. Parce que c'est le sens de l'histoire. Hein. Cette zone ECA en Méditerranée, je ne vois pas. Il faudrait vraiment beaucoup plus pour qu'on n'y arrive pas. Je reste optimiste. Je voulais peut-être sur les scrubbers. Les scrubbers sont aujourd'hui sont considérés comme un moyen équivalent, hein, au sens de la règle 4 de l'annexe 6 de la Convention Marpol, qui permet effectivement d'utiliser un carburant davantage soufré que les litres autorisés, qui doivent être donc effectivement
approuvés par l'État du pavillon, donc on en approuve certains. Et donc, c'est une technologie qui permet effectivement, à condition d'être bien calibrée et utilisée dans les bonnes zones, de se conformer également aux limites d'une zone CK. Voilà, vous le savez peut-être, on a depuis le début de cette année interdit dans la bande des 3000 sur le littoral français les rejets des scrubbers fonctionnant en boucle ouverte, ce qui reste assez rare. D'autres ports le font en Europe et dans le monde, mais ça reste quand même très très timide et on est les premiers, je pense, à le faire de façon aussi massive sur l'ensemble du littoral français. Donc je pense que c'est à souligner, mais évidemment, le gouvernement, la France n'a pas vocation à interdire de façon généralisée, par exemple, l'utilisation des scrubbers. Et je voulais peut-être juste revenir sur la date de 2030. Je pense que c'est intéressant. Dans les projets de règlement européen, il faut savoir que c'est effectivement, ça paraît loin, mais c'est quoi 2030, c'est imposer à l'ensemble des navires à passagers, ferries, croisières, et l'ensemble des porte-conteneurs, quand ils arrivent en Europe, de se brancher à quai. Donc, par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça nécessitera quand même des investissements énormes. Et parfois pour des puissances aussi énormes. Là, on voit sur le graphique que ça monte à 2,5 mégawatts, je pense, pour un ferry. Je crois que pour un navire de croisière, ça peut monter jusqu'à peut-être 8 mégawatts, voire 10. Ils ont des besoins électriques énormes. Donc, tout ça, ce n'est pas anodin. Et effectivement, la date de 2030, c'est une date durant laquelle tout le monde devra se conformer, mais les investissements devront être étalés sur les années précédentes. Et donc, les branchements à quai, le fait d'avoir cette date-là en 2030 n'empêchera pas justement, obligera finalement les ports à investir avant et les navires aussi à se brancher avant. C'était compliqué de le faire avant. Même des États les plus avancés sur la question, des États comme la Suède, etc., qui ont essayé d'avancer dans les négociations, peut-être 2028 par exemple, même eux n'étaient pas très convaincus et aucun autre État n'était en mesure en fait d'aller beaucoup plus vite pour ces raisons de limitation. Voilà. Monsieur Alfonsi. Oui, je pense qu'il y a un virage stratégique peut-être à faire aujourd'hui parce que la prise de conscience, les premières mesures, la stratégie Marpol, je dirais, qui consistait à embarquer tous les États du monde dans une même stratégie, est une stratégie lente. C'est une stratégie lente et qui aujourd'hui donne un résultat limité qui est la zone CK. On a vu qu'en mer du Nord, désormais, ils en sont à la zone NEK depuis 2 ou 3 ans, 2021, 2 ans, 1 an. Donc, ils avancent plus vite. En Méditerranée, on avance moins vite parce qu'on est plus alourdi par le contexte international dans lequel on veut structurer notre action. À côté de ça, il y a une autre vision qui peut peut-être aujourd'hui prévaloir et qui, à mon avis, et 2030, à mon avis, dans cette seconde vision, qui consiste à dire que l'Europe est prescripteur. C'est-à-dire que quand un bateau de container franchit le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar, en gros, c'est pour débarquer des marchandises en Europe, principalement. Et que si on contraint des mesures réglementaires en Europe, on finit par avoir un effet prescripteur sur ces bateaux, y compris quand ils accostent à Bombay ou quand ils accostent dans n'importe quel pays du monde. Bon. Et cette seconde stratégie qui serait de dire l'Europe doit être prescripteur, c'est-à-dire aujourd'hui doit forcer le pas et provoquer à ce moment-là, évidemment, pour l'ensemble de ceux qui sont embarqués à travers Marpol, une tension forte. Je pense que c'est quand même le chemin qu'on est obligé de suivre aujourd'hui. Pour cela, cela suppose, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, elle est intra-européenne, c'est-à-dire que c'est difficilement explicable que, je ne sais pas, 100 millions d'Européens qui vivent sur les rives de la Méditerranée sont moins bien traités que les 100 millions d'Européens qui bordent la mer du Nord ou la mer Baltique. Ça, il faut l'expliquer, c'est compliqué. Quand vous êtes en discussion, évidemment, avec des pays de la rive sud, ils vous disent, nous, on n'a pas les moyens de vous suivre. Mais quand vous êtes en discussion au sein du Parlement européen avec d'autres parlementaires européens qui viennent de ces pays-là, ils vous traitent d'arrière. Voilà, donc c'est une difficulté. Et donc maintenant, moi je crois que ça c'est pas tenable. C'est-à-dire que les riverains des ports du Sud
sont nécessairement à Gênes, Barcelone ou à Marseille scandalisés d'être moins bien traités que les riverains des ports du Nord. Forcément. Hein. Et donc, on est obligé de tenir compte de ça. Donc, maintenant, il faut un peu changer. Et puis ensuite, Fit for 55, donc les plans de réduction CO2 sont très ambitieux, sont très volontaires, et on ne peut pas les atteindre en attendant que tout le monde arrive. Parce que si tout le monde s'attend, personne n'arrive. Et donc, il faut que l'Europe y arrive pour espérer que d'autres y arrivent derrière. Ça fait des tensions, ça fait des murs financiers pour les ports. Et après, il faut prendre conscience. Hein, la région PACA, c'est 3,5 millions d'habitants, je crois. Il y a 3, même 5, mais pour 3 espaces portuaires. La Corse, c'est 200 ou 300 000 habitants, plutôt 300 maintenant, pour 5 espaces portuaires. C'est-à-dire qu'une région qui a une capacité financière forcément proportionnelle à sa population se trouve à devoir résoudre un problème qui est plus important qu'une région 10 fois, même 12 fois ou 15 fois plus importante ici. Et tout ça à coût de 20 millions d'euros par site. Donc voilà, ça évidemment, l'Europe doit en prendre conscience. Ça demande de dégager les moyens financiers. L'État doit en prendre conscience. Mais je crois qu'il y a un virage stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stratégie de l'État et des diplomaties en général, parce qu'on raisonne ainsi, qui était d'embarquer tout le monde dans une stratégie lente, n'est pas adaptée aux objectifs dont on a besoin par l'exigence des populations et par la nécessité du changement climatique, etc. Il faut passer dans une stratégie, une marche forcée. Et la marche forcée, elle commence par l'engagement de l'Europe sur des objectifs très ambitieux, quitte à tordre un peu le bras de ceux qui ont du mal ou pas beaucoup de volonté pour suivre. Une réponse sur les... Merci. Il y a une question qui n'a pas trouvé de réponse pour le moment, ou une ou deux. Est-ce que les réponses sont dans la salle? Il y avait la question des effets de l'augmentation des carburants. Molto brevemente. Brièvement, le coût des carburants, pour l'instant, les carburants utilisés dans le secteur maritime sont basés sur le coût du pétrole. Donc, le cours est en croissance ou en décroissance de manière uniforme. Donc, une augmentation du coût du carburant, bien sûr, pénalisant parce que ça coûte plus et donc le coût de transport des marchandises est plus élevé. Mais cela n'implique pas qu'un carburant à faible émission est pire qu'un carburant à haute émission. Donc, si le coût du pétrole augmente de 10%, le coût du gazole augmente de 10%. C'est la même chose, heureusement. De vue, les armateurs ne doivent pas payer plus. Donc, il y a une uniformité. Il n'y a pas d'avantage. Le différentiel de coût est inaltéré. Et cela ne va pas ralentir le processus d'approbation de la zone CK. Je voulais réaffirmer que pour les collectivités, l'augmentation du coût du carburant ne va pas bloquer la réalisation de notre projet. Et la question aurait pu être, est-ce que l'augmentation du coût de l'électricité? Donc, c'est pareil. Hein, il faudra bien que quelque part, quelqu'un paye. Hein, mais bien évidemment, nous irons jusqu'au bout et nous maintiendrons les délais qui ont été annoncés, quelles que soient les augmentations de gaz, d'électricité, de carburant. Très bien, merci Monsieur Vincent. Nous allons terminer là-dessus pour cette première table ronde. Je suis consciente que nous avons du retard. Ne vous inquiétez pas. Je vous propose 20 minutes de pause. Pendant cette pause, café, thé, jus de fruits, et puis le salon des solutions. Le cabinet Implex sur les solutions d'éco-conduite, Inuit sur les solutions industrielles, solutions d'éco-conduite également, avec simulateur pour